Bonjour à tous. On va commencer cette table ronde autour de la thématique «C'est quoi un produit durable?» Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 5 femmes de métiers bien différents. Et moi, je vais me présenter rapidement. Je suis Solène Hay, je suis chef de projet Bon Sens, développement durable au slip français depuis 2 ans. Donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur un sujet qui m'anime au quotidien, sur la durabilité d'un vêtement, qui est un sujet assez large. Et je vais vous laisser vous présenter. Victoire, tu peux commencer. Et pardon, j'interviens avant. J'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Solène parce que c'est elle qui a en grande partie piloté toute cette opération d'usine du futur. Elle l'a pas dit, donc je me permets de rebondir. Voilà, elle me déteste, mais c'est pas grave. C'est bien le coup de pression. Je t'appuie, Guillaume, en effet. Merci Solène de m'avoir invité. Bonjour à toutes et à tous. Victoire, Ouais. il vaut mieux que tu mettes le micro Mieux. ici, Mieux. vers le menton. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir ici. Donc, moi, je suis Victoire Sato. Je suis la cofondatrice de The Good Goods, qui est le premier média et agence de création de contenu sur la mode responsable. Bonjour à tous, Vanina Paoli-Gagin, je suis sénateur de l'Aube et je remercie Guillaume et Solène pour cette invitation. Bonjour à tous, merci pour cette invitation aussi. Donc, moi je suis Pascale Florent, je suis secrétaire générale du COFRET, qui est le comité d'étiquetage français pour l'entretien des textiles. Bonjour à tous, moi je suis Claire, je suis product owner au Slip français. Bonjour à tous, donc moi je suis la fondatrice de la société Le Lab Plus, qui est un bureau d'études et un atelier de production avec un axe réparabilité et upcycling. Merci à toutes. Pour commencer, pour avoir un peu de contexte, Victoire, est-ce que tu pourrais nous donner un peu de contexte sur l'impact environnemental et social de la filière textile ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je vous propose de vous faire une réponse en 2 temps. D'abord, d'un point de vue habituel, macro, avec des chiffres, et puis ensuite, d'un point de vue micro, voire carrément individuel. Pourquoi ? Parce que, en fait, les données que je vais partager avec vous, aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental, on les voit souvent. Elles choquent, elles se tweetent très bien, elles sont très remarquables. Mais finalement, une fois qu'on les a et qu'on est choqué 3 minutes, on passe à autre chose. Il y a un phénomène de mort au kilomètre qui est le même que quand on achète un vêtement dans les rayons d'un magasin. On a du mal à se rendre compte de ce qu'il y a derrière, les gens qui travaillent, son impact environnemental. Et puis ça passe dans le flot de nos pensées de la journée. Et donc, en deuxième partie, on va s'intéresser un peu plus à soi. Et j'espère qu'avec cet exemple-là, ça vous fera travailler au cours de l'après-midi la réflexion que je vais partager avec vous. D'abord, d'un point de vue environnemental, donc il faut toujours mettre des chiffres en contexte géographique et temporel. Mais les datas que je vais partager ici, en gros, sont entre 2020 et 2021, sont des datas récentes. Donc, la mode serait le 5e plus gros émetteur de CO2 en termes d'industrie dans le monde. Chaque année, c'est à peu près 8,2% des émissions mondiales, ce qui représente à peu près le total des émissions de l'Europe. On sait que l'industrie de la mode serait la 2e source de pollution des eaux potables et que chaque année, on produit à peu près 150 milliards de pièces textiles, chaussures, vestimentaires qui sont mises en marché. On estime aussi à 40% le nombre de ces pièces qui sont fabriquées et qui ne seront jamais vendues du fait des économies d'échelle. On produit en très grande quantité parce que ça coûte moins cher. En fait, le rapport au coût du vêtement unitaire est moins cher. Donc ces vêtements, jusqu'à peu, on les détruisait, on les enfouissait. Et on sait aussi que sur un vêtement, contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas les étapes de teinture, de transport qui polluent, mais c'est l'énergie qui est requise, donc l'électricité et l'origine de la production de cette électricité qui est requise pour faire tourner les machines, de l'extraction et la transformation des matières premières à la confection du fil, du tissu et puis ensuite du vêtement. Ça représente à peu près 69% de l'impact d'un vêtement selon Cantis et McKinsey. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, 90% des vêtements qui sont produits dans le monde sont produits en Asie. Or, la plupart des pays asiatiques ont ce qu'on appelle un mix énergétique très carboné, c'est-à-dire que les sources requises pour produire de l'électricité sont principalement des matières, le gaz en fait, et le charbon. Et c'est ce qui fait la pollution au quotidien dans nos vêtements. Pour remettre peut-être l'objectif aussi dans le contexte, on sait que pour respecter l'objectif de 1,5 degré de réchauffement climatique max en 2050 selon l'accord de Paris, il faudrait que l'industrie textile divise par 3 l'ensemble de ses émissions, donc en gros la quantité de vêtements qu'on produit et qu'on consomme.
Enfin, peut-être un chiffre sur les matières. Aujourd'hui, à peu près 65% de tout ce qu'on porte est issu de la pétrochimie. Donc, ce sont des matières chimiques ou artificielles à base de pétrole, grosso modo. Ensuite, sur le volet social, si vous êtes toujours accrochés, alors on estime, c'est un peu difficile d'avoir un chiffre exact, mais entre 80 et 100 millions le nombre de personnes qui travaillent dans la mode aujourd'hui. La plupart de ces personnes sont des femmes, 80%, et la plupart de ces femmes ont moins de 35 ans. Le salaire moyen, je vous ai dit que ça se tweetait bien, si vous voulez prendre des notes, est à peu près de 5 $ pour 12 heures. 5 $, c'est à peu près deux fois et demi le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est ce qui sert à se vêtir, se nourrir et se loger pour une journée. Ni se soigner, ni amener ses enfants à l'école, ni même partir en vacances. Évidemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que d'un point de vue, on oublie souvent la partie agriculture, mais donc malgré les 65% de polyester, il y a quand même beaucoup de coton aujourd'hui. Le coton qui est responsable de quasiment la totalité, enfin qui absorbe une grande majorité des pesticides qu'on produit dans le monde, et de l'eau également. Et ce coton, donc 80% du travail agricole à destinée de la mode est réalisé par des femmes. Et seuls 5% de ces femmes sont détentrices de ce patrimoine agricole et des terres qu'elles cultivent. Enfin, le coton vient aussi à hauteur de 20% à peu près dans le monde, et pour le textile, de la région où sont exploités 1,5 million de Ouïghours, encore aujourd'hui. Voilà, maintenant qu'on a fait le point macro, je vous invite donc à réfléchir à l'échelle plus individuelle. Et je voudrais que vous vous demandiez quelle est la dernière fois, quand était-ce la dernière fois que vous êtes vraiment intéressé à un vêtement? Quand est-ce que vous êtes intéressé dans un magasin ou chez vous à l'étiquette? Est-ce que vous avez regardé la composition? Est-ce que vous avez réfléchi avant de donner votre argent à l'entreprise qui le fabriquait ou qui le distribuait? À qui était derrière cette entreprise? Quels étaient les éventuels labels, certifications? Quelles étaient les conditions de travail des gens qui portaient ce que vous avez fabriqué? Donc, la dernière fois, peut-être même que vous avez été fier d'investir et de soutenir une marque comme celle qui nous invite aujourd'hui, le CIF français. La dernière fois que vous vous êtes senti obligé d'acheter un vêtement parce que vous aviez un date et qu'il fallait une nouvelle tenue, parce que vous vous sentiez moche dans tout ce que vous aviez, ou parce qu'il y avait un mariage et que vous aviez peur d'avoir la même robe que la voisine, ou le même costume, hein, ça marche dans les deux sens. Ou encore que vous n'avez pas trouvé un vêtement qui vous allait, que la coupe n'était pas flatteuse et que vous avez dit je suis vraiment mal foutu, alors qu'en fait c'était plutôt probablement le vêtement qui était très mal coupé. Et en fait, pour moi, ça relève aussi de l'impact du vêtement, et ça illustre bien tous les méfaits de cette industrie aujourd'hui qui finalement, sur tous les maillons de la chaîne de production ou de consommation, et évidemment de la fin de vie, fait du mal en fait à l'environnement, aux êtres humains qui fabriquent les vêtements, mais aussi à ceux qui les portent. Voilà pour l'ouverture de bal. Merci. Une fois qu'on a toutes ces informations de contexte qu'on apprend aujourd'hui ou qu'on savait déjà, on se demande du coup à notre niveau, c'est quoi un produit durable? Et c'est la question que je vais commencer par vous poser. Dans vos métiers ou en tant que cliente, c'est quoi pour vous un produit durable? Et Myriam, je vais te laisser commencer. Merci. Alors un produit durable, déjà ça peut être par la matière. Essayer de produire au maximum des matières, utiliser des matières naturelles. Et la durabilité, nous on la travaille comment? Par la réparabilité. Aujourd'hui, on a mené un projet avec donc du coup le slip français, réparer les produits. Donc avant de les jeter, avant de les mettre dans le placard parce qu'ils sont troués, on les répare d'abord. Donc là, on a mis un atelier où on reçoit des slips, des caleçons, des pyjamas, et on répare et on renvoie aux clients. Déjà, on répare comme ce qu'on faisait avant, quand nos grands-parents faisaient, on répare. Et pour réparer un produit, il faut que déjà en amont, il soit déjà bien bon sur la proximité. Voilà. Là-dessus, on est là-dessus. Et puis après, on a le deuxième axe qu'on travaille, c'est valoriser le produit. C'est-à-dire, une fois qu'on a réparé, mais qu'on peut vraiment plus faire, on ne peut plus l'utiliser, comment on peut le réutiliser, le revaloriser. Donc on travaille aussi sur des produits d'invendus et on retravaille des nouveaux produits qu'on remet sur le marché. Merci beaucoup. Claire, du coup, peut-être un avis en tant que cliente? Ouais, alors pour moi, un produit durable, je dirais que c'est un produit qui va durer dans le temps et dans mon placard, qui a une vraie utilité, que j'achète pas sur un coup de tête, comme tu disais, pour répondre à une occasion particulière, qui va vraiment aller avec le reste de ma garde-robe et qui va m'aller. C'est les premières questions que je me pose moi
et qui m'importe quand on parle de durabilité du vêtement. Et après, je dirais que c'est un vêtement qui a un impact un peu limité, donc qui est produit près de chez moi, qui rémunère les humains qui sont derrière à sa juste valeur, principalement. Merci beaucoup, Pascal. Alors, je vais un peu compléter aussi ce qu'on vient d'entendre, puisqu'évidemment, je partage les premiers commentaires. Étant dans l'entretien textile, effectivement, la durabilité d'un produit va également aussi aller dans sa partie de l'usage. Si on l'entretient correctement, votre produit gardera ses propriétés propres que la marque, en fait, vous a transmises, que vous avez payées également aussi. Donc il est fortement important, et je prêche pour ma paroisse évidemment sur les étiquettes de vos vêtements, déjà de ne pas les couper, de suivre les consignes d'entretien de la marque, qui a passé énormément de temps à aussi faire des tests suivant la matière qui compose ce produit. Et du coup, il faut absolument suivre ces consignes. On verra un petit peu plus tard qu'il y a des gestes d'éco-entretien qui peuvent se mettre aussi en place. Puisque tout ce qu'il y a sur une étiquette, c'est l'entretien, les consignes les plus importantes, les maximums. Donc je reviendrai sur ce sujet-là. Et de là, le produit va pouvoir durer beaucoup plus longtemps, puisque l'impact environnemental d'un produit au niveau de son entretien, c'est 30 à 40% de son impact au cours de sa vie. Donc quand vous achetez un produit dans un magasin, il est dans vos mains et c'est vous qui êtes acteur en fait de cette partie de l'impact environnemental de votre produit. Voilà, donc la durabilité, personnellement, moi, c'est quand j'aime un produit, je vais l'acheter, je vais effectivement voir s'il convient avec l'ensemble de ma garde-robe, évidemment. Et surtout, moi, je suis quelqu'un qui garde mes vêtements. Donc, voilà, c'est pour moi la durabilité, c'est quand on aime, c'est la qualité du produit et c'est sa durée de vie, puisque le jour où je n'ai plus envie de le mettre, s'il ne me va plus, voilà, je peux le transmettre à quelqu'un d'autre et cette personne doit pouvoir continuer aussi à faire vivre ce produit. Merci beaucoup, Madame le sénateur. Alors, j'interviens à un moment où tout a été dit, quasiment. J'ajouterais que, effectivement, la durée, c'est la durée dans le temps et c'est une durée qui doit être décorrélée d'une certaine manière de la propriété du vêtement. C'est-à-dire que c'est son usage qui doit être inscrit dans le temps long. Et je partage tout à fait ce que vous venez de dire. C'est très plaisant quand on est une maman de ressortir de son placard un vêtement qu'on a porté il y a 30 ans et de le donner à sa fille, par exemple. C'est assez sympathique. Et puis, d'un point de vue plus macro, évidemment, la durabilité, pour moi, elle commence par le fait de ne pas importer d'émissions. Et donc, plus on va acheter des produits qui sont faits près de chez nous, moins on va importer des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est déjà le premier travail qu'on doit faire. Merci beaucoup. Et Victoire, pour conclure, si tu as quelque chose à ajouter. Je vais essayer de faire un exercice de synthèse et puis de faire travailler à nouveau l'audience. Oui, je suis complètement d'accord. Alors, je dirais que pour moi, la définition simple, c'est un vêtement qui est pérenne dans le temps, le plus loin possible dans le temps, et qui ne nuit pas à la pérennité du vivant dans son ensemble. Donc ça, c'est pour le côté très théorique. Et pour la pratique, je dirais qu'il y a 4 critères qui, comme la définition de la mode éthique, sont un peu à mettre chacun à sa sauce. Les composantes intrinsèques liées au vêtement lui-même, effectivement, sa coupe, sa qualité, la qualité des matières qui ont servi pour le faire. Ensuite, la composante environnementale, est-ce qu'il a été fait à proximité avec des matières qui polluent peu? En gros, quel est son impact au début et à la fin de vie? La composante sociale, parce que par produit durable, marque durable, on peut aussi avoir, ça peut faire partie de la sémantique des marques. Donc c'est un produit qui respecte le travailleur derrière le vêtement. Et puis la composante effectivement qui est liée à l'usage. Donc aussi bien la composante émotionnelle dont vous avez parlé, le fait de l'apprécier, de le porter plusieurs fois, parce que c'est vrai qu'en moyenne on porte à peu près 30% de ce qu'on a dans sa garde-robe. Donc le fait de l'utiliser, de bien l'entretenir et puis de lui assurer la meilleure fin de vie ou deuxième vie possible. Oui. Je voudrais rajouter, on a la loi Jacques, donc c'est une loi qui est un petit peu complexe, mais qui va nous obliger à donner des fashion scores, vous savez, les A, B, C, D, E. Et aujourd'hui, il faut en tant que consommateur être conscient de l'achat et de se dire, ok, s'il a une mauvaise note, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il a une mauvaise note? Ça, c'est nous, en tant que consommateurs, de se dire, ok, mon acte d'achat, à quel moment, moi,
en tant qu'acteur, je peux faire bouger ces choses. Et si on va vers les A, les B ou les C, enfin, je vais jusqu'au C parce qu'il y a des métiers qui se font à l'extérieur qui sont bien aussi, donc peu importe. En tout cas, acheter en conscience. Et vous allez avoir la capacité de le faire et d'acheter en conscience. Il y a l'étiquette, bien sûr. Et là, je vais revenir. Ne coupez pas l'étiquette si derrière on doit revaloriser les matières et refaire des fibres. Ça nous permet, nous, en tant que professionnels, d'aller aussi beaucoup plus vite. Merci beaucoup. Donc c'est intéressant, il y a effectivement la durabilité de la matière, de la qualité du produit, mais il y a aussi la durabilité émotionnelle. Victoire, selon toi, quels sont les facteurs de durabilité émotionnelle? Parce qu'effectivement, un vêtement d'impulsion n'est pas le même que celui qu'on va garder toute sa vie dans sa garde-robe. Tout à fait. Alors, je pense que vous connaissez tous la notion d'obsolescence programmée, donc le fait qu'un objet soit fabriqué de piètre qualité, un objet ou un vêtement, dans le but de nous faire consommer à nouveau. Et on connaît un petit peu moins le terme d'obsolescence émotionnelle ou psychologique, qui est un autre mécanisme mis en place par les marques, en particulier de fast fashion. Donc, l'obsolescence émotionnelle, c'est le désintérêt qu'on a pour un vêtement peu de temps après l'avoir acheté. Il y a des raisons qui sont intrinsèques et extrinsèques, donc c'est-à-dire qui viennent de soi. Par exemple, l'achat immotivé, le fait qu'on ne connaisse pas son style. Donc on va aller vers des pièces qu'on achète sans trop savoir pourquoi, qui ne vont pas bien nous aller, dans lesquelles on ne sera pas à l'aise. Donc de fait, on va s'en lasser rapidement, on va vouloir s'en débarrasser. Et ensuite, il y a des facteurs extrinsèques qui sont majoritaires. Je vous rassure, les marques sont beaucoup plus fautives que vous. Que sont, pour commencer, en fait, le modèle économique tout simple des marques de mode extrêmement linéaires, dont finalement le capital ne repose que sur votre prochain achat, et votre prochain achat repose sur le renouvellement du désir, soit par la quantité, soit par la pub. Donc la quantité, c'est le fait de passer de 2 à 52, voire plus collections par an. Quand on s'appelle Chine, c'est 6000 nouvelles références par jour sur le site. Je ne sais pas si vous avez déjà été sans télécharger l'application, parce que pitié, ne leur donnez pas une data supplémentaire sur vous, mais rien que leur site web, les sites d'ultra fast fashion, c'est gamifié au possible, tout est fait pour vous faire rester, pour vous faire acheter de la nouveauté, que ce soit le bas prix ou les choses qui vous semblent sur le moment indispensables. Et donc tout ça participe effectivement au caractère très obsolescent de vos achats. Et typiquement, ce sont des achats que vous allez faire sous le coup d'une impulsion, qui vont répondre en rien à vos attentes, qui sont en plus bien souvent des produits toxiques pour les marques de fast fashion, et qui sont fabriqués n'importe comment. Donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Si, très bien. Donc effectivement, il y a effectivement cette durabilité émotionnelle et la durabilité du vêtement. Claire, j'aimerais te poser une question. Pour toi, qu'est-ce qui fait d'un vêtement Le Slip Français un vêtement durable et transparent? Beaucoup de choses. Un vêtement transparent déjà parce que y a une communication honnête sur le site. On affiche maintenant depuis peu la traçabilité du tissage, tricotage et confection directement sur la fiche produit. On prend un petit peu d'avance sur la loi AGEC, du coup, dont tu parlais. Je pense aussi que c'est un vêtement durable parce que il est bien fait. Nos produits durent dans le temps. Donc, comme tu disais, Victoire, c'est la définition de base de la durabilité. Et c'est aussi des produits qui sont intemporels. C'est des coupes mode, mais qui s'affranchissent quand même des tendances et que vous pourrez reporter hyper longtemps après l'avoir acheté, en fait, qui ne va pas perdre de son intérêt. Voilà, c'est des coloris passe-partout et des coupes passe-partout pour moi. Et c'est ce qui fait aussi que c'est un vêtement durable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier au Slip Français et sur comment toi tu vas permettre aux consommateurs, aux clients d'en savoir plus et de faire des choix en toute conscience? Alors, moi je suis product owner, c'est un nom un peu barbare pour dire que je suis garante des parcours clients sur le site et de l'expérience que le client va avoir sur notre site. Donc en fait, c'est traduire l'expérience qu'il aurait pu avoir en retail quand il vient visiter notre site, le rassurer tout au long du parcours qu'il peut avoir, lui proposer le guide détail au bon moment. Et le faire aller jusqu'au bout de sa commande vraiment le plus simplement possible. Donc nous, on a décidé de mettre en place la traçabilité parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait déjà toutes les infos avec l'équipe prod et on l'affiche vraiment sur la fiche produit puisque c'est vraiment l'endroit où vous allez prendre la décision d'achat. Et c'est à ce moment-là qu'on veut vous mettre la traçabilité sous le nez aussi pour vous éduquer. Je fais beaucoup le parallèle avec, je crois que c'est en 2010 où il y a eu l'obligation de faire apparaître la liste INCI des ingrédients sur tout ce qui est cosmétique. Et à partir du moment où les gens l'ont eu sous le nez, ils ont commencé à s'intéresser, à vouloir la décrypter. Et je pense que si vous trouvez l'information hyper facilement sur le site du Slip Français, vous serez en mesure de la demander aussi chez d'autres marques. Merci beaucoup.
Et surtout, aujourd'hui, vous avez l'occasion de voir tous les partenaires du slip français, donc allez à leur rencontre, ils sont là. Ensuite, on parlait beaucoup d'étiquettes. Myriam, Pascal, vous en avez parlé. Pascal, tu as un lien particulier avec les étiquettes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? Alors, une étiquette sur votre produit, c'est avant tout, alors pour la marque, ça va être un passeport en fait pour vous transmettre des informations, mais également aussi pour traverser les continents ou les pays, puisqu'il faut savoir qu'il y a des réglementations dans chaque pays et que si votre étiquette n'a pas les éléments qu'il faut sur ce support-là, il y a parfois des pays qui ne laissent pas entrer des produits. En tant que consommateur, ça va être plus important pour vous, c'est déjà de savoir le Made in France, par exemple, puisqu'on est bien aujourd'hui sur un salon Made in France qui répond à une certaine réglementation, puisque c'est quand même très, très contrôlé. Donc déjà, vous pouvez voir si votre produit a été fabriqué en France, hein, et je pense que ça doit vous motiver, parce qu'il y a de la qualité aussi qui va avec le produit. Et d'autres choses aussi qui peuvent vous intéresser, c'est la composition. Donc la composition, c'est assez important parce que ça va vous diriger aussi vers un code d'entretien. Et j'arrive donc à la partie entretien qui va être soit présentée par des symboles d'entretien, qui est une forme assez simple, sans problématique de langue ni d'autres problèmes. Et ça sera très simple pour vous pour comprendre comment vous devez entretenir votre produit. Alors souvent, selon nos baromètres que l'on fait tous les 2 ans, le prochain sortira en janvier, vous êtes encore 8 Français sur 10 qui coupez votre étiquette, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop important, sachant que vous êtes aussi à peu près 7 Français sur 10, et ça se confirme au niveau européen aussi, qui n'allaient pas acheter de produits s'il n'y a pas d'étiquette. Alors pourquoi la couper ? Donc je pense que si je vous demande tout de suite si vous avez déjà coupé votre étiquette d'un vêtement, vous allez tous lever le bras, donc je ne vous poserai pas la question. Mais il est extrêmement important de justement garder cette étiquette, pour vous, pour bien entretenir. Il faut savoir que toutes les informations sur cette étiquette vont vous empêcher d'avoir des dommages irréversibles. Si vous mettez votre vêtement, par exemple, avec le contact avec l'eau alors que c'est interdit, votre produit s'arrête là. Sa durée de vie est terminée. Vous allez probablement jeter même, on ne peut même pas le recycler. Donc l'idée, c'est assez important de vraiment suivre ces instructions. Au niveau des étiquettes, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que tu as fait un bon tour. Donc ça représente 30 à 40% de l'impact d'un vêtement. Donc c'est pas rien. Une fois que la marque a fait un vêtement de qualité, c'est aussi à chacun d'entre vous de le faire durer. Et donc le conseil que tu nous donnes, c'est effectivement de ne pas couper ces étiquettes et d'apprendre à les lire. Et je crois que vous avez un site pour ça. Alors on a un site pour ça qui s'appelle donc clevercare.info, ou Laver mon linge aussi. On a 2 sites. On a également aussi une application qui s'appelle Mon Étiquette, qui est totalement gratuite, qui est très légère même si vous avez plein de choses sur votre téléphone, et qui vous permet déjà de la décrypter, mais également aussi d'avoir plein de trucs et astuces pour justement travailler les éco-gestes, qui sont quand même importants de notre temps. Donc si vous êtes en train de vous rendre compte que vous ne savez pas lire s'il faut laver à 30, à 40, ce que ça veut dire le petit rond barré, c'est l'occasion d'aller faire un tour. Ensuite, on se dit qu'effectivement, une fois qu'on est arrivé à faire durer son produit un maximum, mais que par une raison X ou Y, il s'est abîmé, il s'est usé au fil du temps, on l'espère le plus lointain possible, on peut aussi le réparer. Est-ce que Myriam, tu peux me raconter un peu ce que vous faites chez Le Lab Plus sur la réparation? Alors on essaye de revaloriser les produits. On fait de la production standard, production dont le slip français, mais avoir ce que j'appelle le SAV du textile. C'est de se dire, on achète mon produit avec une certaine valeur, puisque je suppose que c'est plutôt Made in France. On l'a acheté et il y a un accro, il y a l'ourlet, peu importe. En tout cas, on a mis en place, nous, dans notre bureau d'études, la réparation, parce que c'est un sujet hyper important. Ce qui était sympa avec la mise en place qu'on a fait avec le slip français, c'est qu'on s'est dit, quand un client vient et achète dans une boutique, en fait, quand il y a quelque chose, on sait que c'est dans cette boutique-là et on ramène assez vite notre produit dans le magasin où on a acheté le produit, même si ça fait 5, 10 ans. Pour certaines fois, c'est même lointain, mais en tout cas, on le refait. Et c'est assez agréable d'avoir des produits quand ils ont duré 5 ans et de se dire, on le retravaille, il y a une valeur affecte parce qu'on l'a acheté peut-être cher. Des fois, on dit, c'est un produit cher, mais en fait, c'est un produit durable. Un produit cher, c'est un produit durable, un produit qui vient, je veux dire Chine, pour pas
j'avais pas envie de les citer, mais si on met pas de la, si on prend un produit, on achète parce qu'il est pas cher, de toute façon, c'est le côté coup de cœur. Allez, je le prends, mais de toute façon, je le mets une fois et je le jette. Il n'y a pas besoin de le réparer. Demain, il y a un trou. J'ai pas envie de le réparer parce qu'en fait, finalement, la réparation va me coûter plus cher. Par contre, si on met de la valeur produit, c'est un beau produit, le circuit court, entre guillemets, me permet en plus de revaloriser mon produit et d'aller jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois. Donc, nous, notre engagement au Lab, c'est d'essayer de convaincre les marques de mettre un SAV textile. Et vous avez convaincu le slip français. Oui, c'est sûr. Si vous voulez réparer vos vêtements gratuitement, vous pouvez le faire sur le stand de Lola Plus. Exactement. Pendant 4 jours, on met la réparation. Donc, on a un super... ça a été un gros succès. Donc, si vous avez des produits, vous avez jusqu'à demain pour nous les ramener et on vous les répare gracieusement aujourd'hui. Enfin, et jusqu'à demain. Et si vous avez une coquille sur un vêtement, le slip français, vous pouvez le ramener en boutique et on vous le répare gratuitement. C'est aussi notre conviction de faire durer un produit le plus longtemps possible. Madame le sénateur, j'ai quelques questions. Vous venez d'un territoire textile industriel assez important sur le territoire français. Quelles sont les initiatives sur votre territoire en ce sens, sur la durabilité des produits ? Alors elles sont très nombreuses. Effectivement, historiquement, l'Aube C3, c'est la cité de la maille, qui a vécu de plein fouet en fait les délocalisations industrielles, la fin des années 70 jusqu'aux années 2000 quasiment. Et grâce à l'enseignement supérieur et à la recherche, en fait, on a repris la main. Et on a été la première université, l'Université de technologie de Troyes, qui forme des ingénieurs, une université de rang international, à créer une chaire d'écologie industrielle, c'est-à-dire à concevoir dans la conception même du process de production, en fait, tous les éléments qui permettent d'être plus économe, plus sobre en énergie, d'améliorer à la fois le process et le produit. Donc elle a créé une chaire qui s'appelle la chaire Connected Innovation pour la maille 4.03, pour un petit clin d'œil à la capitale de l'Aube, et qui se base en fait sur l'intelligence artificielle autour de ce qu'ils appellent les 2 PM, c'est-à-dire le produit, le process et le marché. Et à chacun de ces niveaux, en fait, l'IA va permettre d'optimiser tous les process. Alors ça va être la gestion de la matière, ça va être la gestion de l'énergie, mais ça va être aussi une approche prédictive des besoins des consommateurs. Ça va couvrir aussi la chaîne logistique. Je vois que vous avez l'Octex sur votre carte. Effectivement, la mutualisation des envois dans la chaîne logistique, ça participe aussi en fait de la durabilité des produits. Et du coup, pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce programme de recherche MAI 4.03 du coup, et quels sont les acteurs, les échéances, l'objectif ? Alors, les acteurs sont assez variés. Il y a naturellement l'IFTH. Il y a aussi des marques assez célèbres qu'on a la chance d'avoir sur le territoire, comme Lacoste ou Petit Bateau, qui travaillent avec des chercheurs, qui travaillent aussi avec le club d'écologie industrielle qui maintenant s'appelle le club Ressources, qui est aussi un club international qui vise à maximiser en fait la circularité dans la production de la maille. Je peux vous donner des exemples. Je ne sais pas si oui, avec plaisir. Petit Bateau, par exemple, qui était vraiment une marque historique du territoire, s'est complètement réinventée dans ses process. Donc, elle a massivement investi dans des nouvelles machines, par exemple, pour économiser jusqu'à 41% d'eau. Et elle est allée jusqu'au bout de la démarche, puisque maintenant, avec le programme Changer demain, vous pouvez, dans les magasins Petit Bateau, trouver des rayons de seconde main. Les vêtements pour nourrissons, enfin, toutes celles qui sont mamans ou qui l'ont été le savent, ça dure très peu de temps et c'est très peu abîmé en fait. Et donc l'idée comme ça de permettre c'est aller jusqu'au bout de la réflexion. On a aussi le Coq Sportif qui est équipementier des JO 2024, qui est aussi une marque qui est vraiment
a pu renaître de ses cendres et on en est très heureux, et qui s'est lancé par exemple dans la chaussure vegan, donc le sneaker vegan à base de raisin en fait, hein. Partiellement du cuir végétal, mais aussi du liège pour la tige, etc. On a beaucoup d'exemples sur le territoire, la Chaussette de France, un de vos concurrents, pas direct parce que vous n'êtes pas sur le même marché. On va dans le même Garçon sens, français, ça va. vous allez dans le même sens. Donc voilà, beaucoup d'initiatives avec beaucoup de recherche. Merci beaucoup. On a parlé du coup de durabilité physique, de durabilité émotionnelle, d'entretien, de réparation, de seconde vie également à l'instant avec l'exemple de Petit Bateau. Si aujourd'hui on devait donner un conseil ou une checklist de comment on achète maintenant un peu plus durable avec cette prise de conscience, Victoire, tu nous as fait un état des lieux un peu catastrophique, on va dire. Donc chacun à son niveau, on doit pouvoir aussi agir pour faire mieux, pour prendre conscience, acheter mieux, moins mais mieux. C'était le débrief de nos échanges qu'on a eu avant cette table ronde. Quels seraient votre ou vos conseils de checklist avant achat pour tous ceux qui nous regardent? Je commence. Vas-y. Alors, je vais dire un truc qui n'est pas très commerçant pour les marques qui sont ici, mais pour moi, shopping raisonné commence par son placard. Donc, d'abord, ouvrir en grand ses placards, faire l'inventaire de ce qu'on a à proximité pour ses enfants, qu'est-ce qui peut être donné, prêté, échangé, chiner dans les placards de vos aïeux qui sont remplis de pépites vintage pour un coût nul. Ensuite, donc... peut-être faire le tri parmi les pièces que vous ne mettez pas et expliciter les raisons finalement avec une liste toute simple de pourquoi vous ne les mettez pas. Est-ce qu'il faut les réparer? Est-ce qu'il faut changer la taille parce que vous avez changé de morphologie? Est-ce que c'est plus trop au goût du jour et puis on peut changer les boutons, on peut raccourcir, on peut changer une doublure, peu importe. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'acteurs sur le marché de la réparation comme le Lab+, qui peuvent réparer, transformer, upcycler et qui sont digitalisés, qui se déplacent partout en France chez vous. Donc cette logique d'économie de service et d'usage plus que de nouvel achat doit vraiment rentrer dans les mœurs. Puis une fois qu'on a fait l'inventaire de tout ça, ensuite établir la liste de ce dont on a envie et ou besoin et faire un bilan d'honnêteté. Et je dirais peut-être, avant de passer la parole sur la checklist concrète, il y a un challenge intéressant qui s'appelle le 30 Wears. C'est une appli d'ailleurs, qui est complètement gratuite, qui a été créée par une ONG. En fait, c'est une appli qui vous engage à porter et laver au moins 30 fois tout vêtement neuf avant de l'acheter. Si vous pouvez vous engager à le porter ou le laver 30 fois, ça veut dire que c'est un achat qui sera amorti et qui va durer. Madame le sénateur, avez-vous un conseil? Alors, tout a été quasiment dit par Victoire, mais moi, je vais me remettre dans ma peau d'élu de la nation. Il y a un enjeu de reconquête industrielle pour notre pays. Et en fait, on est en plein dans ce sujet. Et quand on achète un modèle social aussi. Et notre modèle social, il coûte très cher. Et c'est très bien, parce que c'est un très bon modèle social. Mais il faut aussi que dans la tête des consommateurs, cette dimension existe. C'est-à-dire, on n'achète pas qu'un vêtement. C'est exactement ce qu'on avait voulu faire avec l'usine du futur et en présentant 25 partenaires industriels aujourd'hui avec les couturiers, couturières, techniciens qui sont là et qui travaillent sur les 4 jours et on les remercie énormément. Pascal, un autre conseil dans la checklist, une autre case à cocher? Alors la checklist est déjà assez complète. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont déjà été dites. Moi, j'irais peut-être après toute la partie un peu raisonnée de la checklist, je me dirais aussi, il faut que ce soit un vêtement que j'aime et que j'ai envie de garder longtemps. Donc longtemps, et je me remets dans la peau de l'étiquette, regarder ces étiquettes, la conserver dessus. Quand on prend le cas concret de Petit Bateau qui revend des pièces déjà usées, enfin déjà portées, c'est très important que cette étiquette reste sur les vêtements parce que si la personne doit acheter ou si nous devons acheter un produit, que ce soit Vinted ou aller chez Petit Bateau acheter ses vêtements pour son bébé ou son enfant, il faut que l'acheteuse ou l'acheteur d'ailleurs sache un peu comment l'entretenir pour pouvoir continuer ce cycle de vie du produit. Voilà, moi je pense que l'important aussi c'est d'entretenir ce produit-là en fonction de l'usage aussi. Comme je disais, l'étiquette d'entretien, c'est toujours un maximum, c'est une instruction maximum d'entretien.
Vous pouvez toujours diminuer, par exemple, si quand vous achetez un produit en coton, vous pouvez le laver jusqu'à 60-90 degrés. La fibre ne s'abîmera pas. Mais par contre, si vous l'avez juste mis une soirée et que vous souhaitez simplement qu'elle soit rafraîchie, inutile de la mettre à 60 degrés dans votre machine. Vous pouvez la mettre à 30 degrés sans souci, elle sera propre, elle sentira bon. Vous pouvez la remettre sans qu'on vous dise quoi que ce soit quand on passe à côté de vous. Par contre, quand vous faites votre jogging pendant 1 heure, là, n'hésitez pas à remonter un petit peu la température pour réellement le laver. Si vous ne lavez pas correctement votre produit, la profondeur de la fibre ne sera pas propre. Donc vous la remettez dans votre machine à laver et à ce moment-là, la saleté des autres vêtements va venir endommager cette fibre-là que vous croyiez propre, mais qui va à ce moment-là accrocher la saleté des autres vêtements. Et là, la question que je vous pose, est-ce que vous avez jamais vu un t-shirt blanc sortir de votre machine avec des taches que vous ne connaissiez pas ? C'est exactement le processus de remettre un produit qui n'a pas été correctement lavé. Donc c'est aussi l'importance de la durabilité, on revient un petit peu à ce thème-là, s'assurer que votre produit, vous le lavez correctement pour pouvoir le remettre chez Petit Bateau pour une revente, par exemple, ou un recyclage de cette fibre-là. Merci beaucoup. Claire, si tu trouves quelque chose à ajouter, plus on se rapproche, plus c'est challenge de répondre. Non, rien de nouveau, je reçois beaucoup Victoire là-dessus. Moi, ma checklist perso, je me demande vraiment si j'en ai besoin. Est-ce que je l'achète pas sur un coup de tête? Est-ce que c'est pas un vêtement qui va me servir juste une seule fois pour un mariage? Dans ce cas-là, je pourrais le louer. Est-ce que ça va aller avec d'autres vêtements? Est-ce que j'ai pas passé une mauvaise journée? En fait, je veux juste compenser en achetant un vêtement. C'est surtout ça que je check avant. Et est-ce que je suis bien aussi dedans? Parce que des vêtements où tu es à moitié bien et à l'aise, finalement, tu les portes jamais. Donc c'est surtout ça que je check en premier chez moi. Belle checklist. Et Myriam? Challenge, tout a été dit. Je dirais traçabilité égale durabilité. On sait que, par exemple, pour le slip français, vous avez tous les acteurs. Allez voir, demandez les usines. Les usines, nous, en tant qu'industriels, aujourd'hui, on veut que vous veniez voir. Sachez qui y a derrière. Et s'il y a la traça, il y a la durabilité derrière. Super, une belle checklist du coup, un produit qu'on va porter au moins 30 fois, en tout cas plusieurs fois, un produit qu'on va entretenir, qu'on va apprécier sur le long terme, un produit dont on sait la provenance, la traçabilité, la qualité et où effectivement on parlait de passeport sur le site internet, sur les fiches produits ou sur les étiquettes, donc dans une marque dans laquelle on fait confiance et un produit qu'on va pouvoir réparer et transmettre par la suite. Merci beaucoup à toutes d'avoir participé à cette table ronde et d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi. Merci. Merci. Si vous êtes d'accord, je fais une petite photo de... Est-ce qu'il y a des questions? Là. Bonjour, merci pour votre intervention à toutes. J'ai une question, est-ce qu'un produit durable, c'est pas aussi un produit qui se vend que en direct et pas en retail? Parce que la politique de prix qu'induit le fait de faire du retail augmente forcément un peu le prix de vente. Et du coup, va exclure peut-être une certaine catégorie de personnes qui vont pouvoir l'acheter. Et du coup, est-ce qu'un produit durable ne serait pas un produit vendu en direct? Alors, moi, je vais répondre du coup. Je pense qu'il y a des métiers, il y a des industriels qui produisent, et puis il y a des personnes qui racontent des histoires. Il y a des métiers. Effectivement, on peut aussi raconter des histoires en tant que fabricant, mais quand on achète un produit, quand il y a une histoire derrière, quand il y a des valeurs qui sont portées, qui peuvent être portées bien sûr par les façonniers, mais c'est des métiers différents qui se complètent, et c'est ça. Après, le circuit court permettra demain d'avoir des produits à prix raisonné. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je veux dire que vous avez tout compris et que vous allez acheter français. Donc, on vous attend tous dans les stands.
moi j'ai une question. On a encore un peu de temps ou pas? Oui, on peut. Moi, une question pour vous, Madame la sénateur. On sait que vous êtes dans un bassin où il y a beaucoup d'entreprises historiques. Typiquement, on parle de petits bateaux, de Lacoste. Comment est-ce que, soit vous, élus, soit nous, consommateurs, on peut aider ces marques? On sait qu'elles sont dans un moment de transition. On sait que le Made in France est important pour elles, mais dans les faits, en volume, c'est pas forcément le plus important de leur prod. Comment est-ce qu'on les aide, on les accompagne, nous tous clients, pour les aider à faire plus de Made in France que ce qu'elles ne font aujourd'hui, alors que ça fait partie de l'ADN de ces maisons? C'est une bonne question. Je pense, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, on peut les aider en songeant qu'elles ont failli disparaître, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a certaines d'entre elles qui ne sont pas passées loin de ne plus exister. C'est le cas du coq sportif, par exemple. Donc, c'est aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, l'achat d'un modèle social. Et dans ce modèle social, il y a effectivement les conditions de travail, de rémunération, la réglementation, etc., qui est appliquée aux gens qui travaillent. Mais c'est aussi la capacité de notre pays à continuer d'être un pays de production. Parce que si tel n'est pas le cas, en fait, beaucoup de métiers disparaissent. Vous avez des métiers de dextérité dans la chaussette, enfin, vous le savez avec ce que vous fabriquez. Mais si on laisse ces métiers disparaître, en fait, on perd de l'excellence, on perd du savoir-faire, et donc on perd de la capacité à faire de la valeur ajoutée qui est un différenciant dans une économie mondialisée telle qu'on l'a. Alors pour aider ces marques, eh ben, il faut acheter aussi leur histoire, je pense. Allô? Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou c'est tout bon pour vous? S'il n'y en a pas d'autres, moi je vais en profiter pour faire un petit mot, parce qu'effectivement le slip français, on s'engage sur le local, sur la qualité, la durabilité, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et aussi, on s'interroge beaucoup sur la fin de vie. Vous avez Renaissance Textile juste à côté. Aujourd'hui, les sous-vêtements, quand ils sont en fin de vie, et qui sait que c'est un vêtement qui s'use par sa typologie de produit. Aujourd'hui, ces vêtements ne sont pas triés, ils ne sont pas recyclés. Notamment parce qu'on est sur un mélange avec du coton et de l'élastane et qu'on ne s'est pas recyclé aujourd'hui. Merci Guillaume de faire la promo de ce projet. Et ça fait 3 ans qu'on bosse du coup avec 1083 à recycler ces fibres des sous-vêtements en fin de vie pour en refaire des nouveaux. Et il y a énormément de sous-vêtements aujourd'hui qui sont collectés, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas les valoriser. Ils seront revalorisés, on va dire, en valeur énergétique, ils sont cramés, voilà comment on peut le dire plus vulgairement. Et ça fait 3 ans qu'on bosse à recycler ces fibres pour en refaire des nouvelles. On a réussi à faire un fil et on a réussi à faire un tricot grâce à 1083 et le maillot que vous avez à l'entrée. Certains l'ont dans les mains et aujourd'hui on est lauréat et finaliste des trophées européens de la mode circulaire. On est 15 à avoir été sélectionnés sur 200. Et pour ça, il nous faut un maximum de votes. Donc je vous invite à scanner le QR code pour qu'on soit finaliste et qu'on gagne, qu'on réussisse à industrialiser ce processus pour que l'année prochaine, en boutique, on puisse vous proposer un vêtement à base de fibres de sous-vêtements recyclés. Donc du sous-vêtement au sous-vêtement en boucle fermée. Donc n'hésitez pas à voter et à nous soutenir dans cette démarche. On ira boucler la boucle. Merci beaucoup. Alors, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, en fait, on est dans un contexte de produits monofibres et qui est beaucoup plus facile à entretenir, donc beaucoup plus durable. Merci. Merci beaucoup.